Bonjour, excusez-moi, je suis un tout petit peu... Non, je suis pile à l'heure. J'étais de l'autre côté dans les stands. D'ailleurs, une fois que vous avez fini la conférence, si vous voulez des informations, nous serons sur les stands. Donc moi, je me présente, je suis Christelle Véraud. Excusez-moi, j'ai couru. Je suis sage-femme enseignante et je travaille donc avec l'Université de Paris-Cité. Et notre école se situe au niveau de Port-Royal. Et donc là, je vais vous présenter en fait notre formation et notre profession. Donc sage-femme. Déjà, sage-femme, c'est une profession, ce qu'il faut savoir, c'est une profession médicale. On n'est pas... C'est une profession médicale avec des compétences définies. C'est-à-dire, définies, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'occupe de tout ce qui est physiologique, de toute la grossesse. Quand tout va bien, quand il n'y a pas de souci, on peut s'occuper de la grossesse de A à Z, de l'accouchement quand tout se passe bien, et on s'occupe également de tout ce qui est santé génésique, donc tout ce qui est gynéco pour les femmes. Donc nos missions, alors évidemment, bien sûr, quand il y a de la pathologie, on s'occupe également des patientes, mais on s'en occupe en équipe avec les collègues obstétriciens ou d'autres médecins quand il y a d'autres pathologies. Nos missions principales, c'est la prise en charge médicale, sociale et psychologique des femmes dans leur vie génésique, donc tout ce qui est gynéco. Notre profession est réglementée. Nous avons un code, donc nous sommes inscrites dans le code de santé publique. Nous avons un code de déontologie professionnelle et nous avons un conseil de l'ordre. Donc la profession sage-femme, c'est ce que je vous disais, nous sommes les spécialistes de la physiologie en santé génésique. C'est comme un médecin généraliste, c'est la même chose. Donc on a le suivi gynécologique et obstétrical des patientes depuis qu'elles ont les jeunes filles jusqu'à la ménopause. Nous avons également un rôle de dépistage de toutes les pathologies dans ce cadre. Donc c'est pour ça qu'on a 6 ans d'études, parce qu'il faut être en mesure de pouvoir diagnostiquer les pathologies et de pouvoir orienter les patientes. Si on n'est pas capable de voir la pathologie, on n'est pas capable de voir que quelque chose ne va pas bien, et dans ce cas-là, on passe à côté des choses. Donc c'est pour ça qu'on a ces 6 ans d'études qui sont quand même assez lourdes. Et donc on travaille en collaboration avec le médecin en cas de pathologie. Donc la sage-femme est responsable, nous sommes responsables de nos actes et nous sommes indépendantes. Quand tout va bien, nous sommes indépendantes. Donc nous avons dans notre exercice clinique donc, le suivi gynécologique de prévention. Nous faisons les interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses. Nous avons le suivi médical de la grossesse, depuis le début de la grossesse jusqu'à l'accouchement et après l'accouchement. Nous nous occupons de la préparation à la naissance et à la parentalité. Nous faisons les consultations d'urgence en obstétrique lorsque nous travaillons à l'hôpital. Nous faisons le suivi du travail, le travail pendant que la patiente a les contractions, etc., avant d'accoucher. Nous faisons les accouchements. Nous faisons les délivrances. Et nous pouvons suturer quand il y a besoin, nous pouvons réparer le vagin. Nous faisons également la réanimation néonatale, puisque nous nous occupons des accouchements. Quand ça ne se passe pas très, très bien et que le bébé est un petit peu, comme on dit, sonné à l'arrivée, nous avons les compétences pour réanimer ces enfants. Et nous avons également la prise en charge médicale de la mère et de l'enfant après l'accouchement, et nous faisons également toute une série de vaccins pour la maman, pour le bébé, et éventuellement pour l'entourage, quand il y a besoin de faire une vaccination pour l'entourage, pour le papa notamment. En période prénatale, donc, nous faisons les déclarations de grossesse, nous faisons les consultations tous les mois. Nous prescrivons les examens complémentaires de surveillance pour nous assurer que tout va bien, qu'il n'y a pas de pathologie.
Nous pouvons faire de la surveillance à domicile. Les sages-femmes peuvent travailler à l'hôpital, en libéral. Nous faisons, quand nous sommes formés des échographies obstétricales, parce qu'il faut avoir un diplôme universitaire en plus, mais pendant les études, vous êtes formés déjà à faire quelques échographies. Mais pour pouvoir faire encore plus, il faut de nouveau faire un diplôme universitaire. Et nous faisons la préparation à la naissance et à la parentalité pendant la période prénatale, donc avant l'accouchement. Pendant l'accouchement, donc en période pernatale, surveillance clinique du travail. Est-ce que ça va bien? Comment ça se passe? On est beaucoup dans... Alors, les sages-femmes, elles sont techniques. Nous avons un travail technique, mais nous avons aussi un travail relationnel. Et c'est à 50-50. C'est 50% du technique, 50% du relationnel. Donc, on surveille, on accompagne, nous nous occupons des accouchements lorsque c'est eutocique, donc quand ça va bien. Nous faisons l'examen clinique du nouveau-né pour évaluer s'il va bien à la naissance. Et nous faisons les réanimations néonatales quand il ne va pas tout à fait bien, ce qui peut arriver. En période postnatale, donc après l'accouchement, on va surveiller la mère et le nouveau-né. On va suivre l'accouchement, mettre en route l'accouchement, aider la patiente à accoucher, etc. On va faire la visite postnatale, quand la patiente, une fois qu'elle a accouché, pour voir si tout se remet bien dans l'ordre, etc. Quand il n'y a pas eu de pathologie, on peut reconsulter. La patiente nous consulte de nouveau. Et on fait la rééducation périnéale, parce que quand on a accouché, tous les muscles se sont un petit peu distendus, donc il faut bien rééduquer. Et donc ça fait partie de notre travail également. Santé génésique des femmes, donc au cours de la vie génitale de la femme. On peut faire la consultation d'orthogénie, contraception, IVG médicamenteuse. On peut faire la consultation de suivi gynécologique pour le dépistage des cancers du sein, des cancers du col de l'utérus, des cancers de l'utérus, etc. Et puis nous avons également un très grand rôle dans la prévention et le dépistage, notamment des violences faites aux femmes, et puis les vaccinations, etc. On fait de la recherche également. Alors ça, c'est en France, la recherche en périnatalité par les sages-femmes n'est pas encore très développée, mais elle se développe de plus en plus. Et là, si vous avez dû en entendre parler, peut-être, nous avons une 6e année qui vient d'être mise en place. Cette 6e année va nous permettre de développer toute cette recherche qui est importante, parce que c'est pas toujours facile de comprendre pourquoi un accouchement se déclenche toujours la nuit. Donc il faut faire des études pour pouvoir trouver les déclencheurs de l'accouchement, par exemple. Voilà. Donc on fait de l'épidémiologie clinique, on fait de la recherche fondamentale en maïeutique, donc ça se développe. On fait également des recherches en sciences humaines et sociales, anthropologie, sociologie, psychologie. Et on fait l'évaluation des pratiques professionnelles, parce que on fait des choses, mais il faut parfois se dire, non, en fait, ça, ce qu'on faisait avant, par exemple, on faisait beaucoup d'épisiotomie à une certaine époque, puis on s'est aperçu que finalement, non, c'est peut-être pas utile. Donc, finalement, on évalue nos pratiques. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Peut-être c'est pas la peine. Du coup, on le fait moins, on le fait plus, et on évite d'en faire. Nous avons également des missions humanitaires et sociales. On travaille alors soit à l'étranger, soit en France. Nous faisons des maraudes en France pour aider les femmes. Il y a des diplômes universitaires de médecine humanitaire, en médecine tropicale. Voilà, ce sont des collègues qui sont volontaires, bénévoles, qui vont dans les différents pays. En ce moment, il y en a beaucoup qui partent en Ukraine pour aider nos patientes. Alors, les modes d'exercice. Alors, le mode d'exercice, on peut travailler dans les hôpitaux publics et privés. On peut travailler en libéral. Donc ça, c'est comme un médecin un généraliste en libéral. Voilà, on a un exercice libéral. On peut travailler dans les PMI, protection maternelle et infantile. On peut travailler dans les plannings familiales.
ou dans les centres d'aide médicale à la procréation. Donc on a vraiment un panel varié d'activités. Donc la vie d'une sage-femme n'est pas cantonnée à l'hôpital et à l'accouchement en salle de naissance. On peut travailler pendant 5 ans à l'hôpital, puis se dire tiens, non, en fait, je vais aller voir comment ça se passe en libéral. Hop, on va en libéral, puis après, on va au planning. Et puis parfois, comme moi, on peut aller. Je travaille un petit peu à l'hôpital. Et puis au planning familial, parce que c'est important d'aller renseigner les jeunes, de faire des informations sur l'interruption volontaire, sur la contraception, etc. Donc je vais aussi au planning. Et puis c'est important de travailler avec les jeunes et puis de leur apprendre le métier. Tiens, je vais aussi aller travailler à l'école. Donc on a vraiment, on s'embête pas en fait. Ça c'est ce qui est bien, et on a vraiment un panel d'activités important. Les aptitudes. Alors, les aptitudes, sens du relationnel. Ça, il faut aimer parler. Vous verrez, les sages-femmes, ça parle tout le temps. Donc, il faut aimer parler, il faut aimer le contact, il faut aimer toucher les gens. C'est pas facile, c'est pas toujours facile. Il faut aimer recevoir des émotions, recevoir de la tristesse, recevoir de la joie. Donc, il faut vraiment aimer, faut y aller. Il faut avoir une capacité d'écoute. On peut pas, parfois c'est pas fastoche. Il y a une femme qui est enceinte, qui n'a pas envie de cet enfant. Elle est pourtant à terme. Elle va accoucher. Faut savoir entendre que je veux pas de cet enfant, et faut pouvoir quand même l'accompagner jusqu'au bout. Et puis c'est notre job, donc on y va. Humanisme et éthique. Donc ça, de l'éthique, on en fait tout le temps. Résistance physique et psychologique. Physique parce que il y a des gardes qui sont de 12 heures. Mais bon, c'est tous les métiers de soins, ça. Quand on est médecin, quand on est infirmière, on a tous des boulots où on court toute la journée. Parfois, on met les pieds à l'hôpital à 8 heures du matin, et puis à 22 heures, on se dit « Attends, je crois que j'ai oublié... Ah oui, j'ai oublié d'aller aux toilettes. Ah, zut. J'ai oublié de manger. » Donc voilà, aimer parce qu'on n'a pas eu le temps, juste parce qu'il y a plein de gens, il y a plein de femmes, voilà. Alors, il y en a qui disent que c'est au moment de la pleine lune surtout. C'est pas que au moment de la pleine lune, c'est un petit peu tout le temps. Psychologique, psychologique, ça va avec ce que je vous disais sur la capacité d'écoute. Tout n'est pas toujours rose. On a le plus beau métier du monde. On est dans 80% des cas, tout se passe bien, ça se passe, c'est génial, etc. Et puis, de temps en temps, ça se passe pas bien. Et donc là, dans ce de temps en temps, ça ne se passe pas bien, il faut savoir le gérer. Et ça, on apprend. On n'arrive pas comme ça, sage-femme, en se disant, voilà, je sais tout faire et je peux tout gérer. Non, on apprend à le faire, bien évidemment, et c'est ce qu'on vous apprend à le faire. Voilà, donc résistance physique et psychologique. De la rigueur. Forcément, mais tous les métiers de la santé, il y a de la rigueur. On ne peut pas s'amuser. D'ailleurs, je dirais même, j'enlèverais métier de la santé, je mettrais dans tous les métiers, il faut de la rigueur. On ne peut pas embaucher sur un métier sans être rigoureux. Sens des priorités. Voilà, comme on court beaucoup, il faut savoir, est-ce que je cours dans ce sens-là ou est-ce que je cours dans ce sens-là? Bon, ça, on apprend aussi. Curiosité intellectuelle et sens du questionnement. Pourquoi je fais ça ? Pourquoi je vais faire plutôt ça que ça? Et puis notre métier, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que tous les jours on apprend. Et on a obligation de formation continue. On ne peut pas être sage-femme au bout de 6 ans et rester sur notre acquis de diplôme sage-femme. On doit toujours se former. Donc il y a des staffs, ce qu'on appelle des réunions d'équipe. Il y a des formations, des diplômes universitaires, il y a des diplômes interuniversitaires, il y a des masters, il y a tout ça. Donc en fait, on n'arrête pas de se former. Moi, depuis que je suis née sage-femme, je crois que tous les 2 ans à peu près, j'ai repris ma plume et j'ai refait une formation. Alors, formation en sciences maïeutiques, donc là, c'est ce que vous pouvez trouver sur les différents stands, PASS-LAS. Donc ça, je ne m'arrêterai pas dessus. Après, il y a le premier cycle, 2e et 3e année en sciences maïeutiques. En fait, moi je suis à ce niveau-là, 2e année de sciences maïeutiques. Quand vous entrez à l'école, vous entrez en licence 2e année.
Et donc pendant 2 ans, licence première année, et à la fin, vous avez un diplôme de formation générale en sciences maïeutiques. Après, vous avez le 2e cycle avec la 4e et la 5e année en sciences maïeutiques. Donc ça, c'est le parcours actuel. C'est-à-dire qu'actuellement, quand les étudiantes arrivent en 5e année, une fois qu'elles ont fini, elles passent un mémoire, elles passent des diplômes et elles sont sages-femmes avec un grade master. Ça, c'est actuellement et c'est encore l'année prochaine. Mais vous, quand vous allez rentrer à l'école, en passe-LAS, et voilà, vous aurez le 3e cycle, qui est la 6e année en sciences maïeutiques, et qui vous confère le diplôme d'État de docteur en maïeutique. Voilà, donc ça c'est la petite chose nouvelle. On est en train de la mettre en route, cette formation, cette 6e année de formation, qui sera vraisemblablement essentiellement basée sur des stages, pour faire des stages en pré-professionnel, pour pouvoir intégrer après la vie professionnelle. Puis après, vous avez développement professionnel continu avec des DU, des DU, master de recherche, doctorat, si vous avez envie. Le premier cycle, on est partagé entre théorie et stage. En première année, vous avez 4 stages, donc il y a 10 semaines au total, il y a 10 semaines de stage. Ce sont des soins généraux, parce qu'une sage-femme, je vous l'ai dit, c'est technique. Il faut savoir perfuser, il faut savoir faire des prises de sang, il faut savoir faire des pansements, etc., etc. Donc, on va aller dans les soins généraux. Et puis, il faut connaître comment fonctionne un hôpital. C'est pas dit, hein, on ne connaît pas tous comment fonctionne un hôpital du côté du soignant. Donc, on va un petit peu dans tous les services, en orthopédie, en digestif, en pneumo, etc. Donc, ça, c'est un seul stage en 2e année. Et puis après, tout de suite, assez rapidement, on va en maternité. Quand vous arrivez à l'école de sage-femme, vous avez à peu près 4 semaines de cours. Et puis après, vous partez déjà directement en stage. Donc vous savez tout de suite, si ça va le faire pour être soignant. En 3e année, donc ce qu'on appelle la SMA 3, il y a 24 semaines de cours. Et là, ce sont que de stages, Et là, ce ne sont que des stages en périnatalité. Donc vous pouvez faire des consultations prénatales, de la salle de naissance, des suites de couches, travailler avec une sage-femme libérale pour un petit peu découvrir, non pas pour un petit peu, pour découvrir ce qu'est le métier de sage-femme. Bon, alors il y a de la théorie, bien évidemment. Avant d'aller en stage, il faut faire de la théorie. On va avoir les connaissances médicales générales. On revoit tous les appareils, le cœur, le poumon, le rein, etc. Parce qu'il faut bien connaître comment fonctionne un appareil pour pouvoir dire « Ah ben tiens, c'est bizarre, il dysfonctionne ». Okay. Donc il faut connaître la physiologie obstétricale, pédiatrique, gynéco. On travaille sur la santé publique et sur les sciences humaines, droit, éthique, anthropologie. 2e cycle, donc les stages, de plus en plus de stages, avec, là on va aller sur les grossesses à haut risque. Bon, vous allez me dire, pourquoi on travaille en grossesse à haut risque si on ne s'occupe que de la physiologie ? Parce qu'il faut savoir dépister, ça je l'ai dit et c'est important. Salle de naissance, suite de couche, néonatologie, gynéco. Ça, ce sont les stages que vous ferez en 4e année. En 5e année, donc ça c'est le schéma actuel qu'on va modifier là dans les prochains mois. Le schéma actuel, c'est qu'en 5e année, elles ont 30 semaines de stage. Et à la fin des 30 semaines de stage, elles deviennent sages-femmes, généralement dans le service où elles ont travaillé les 30 semaines de stage. Il y a également de la théorie, beaucoup de pathologie, beaucoup de pédiatrie, beaucoup de gynéco, du raisonnement médical, de l'initiation à la recherche et des sciences humaines, droit, santé publique et anglais. Alors, notre école, nous, on est au niveau de Port-Royal, sur le bâtiment Tarnier. Donc ça, c'est la façade du bâtiment Tarnier. C'est Monsieur Tarnier que vous voyez là. C'est un obstétricien. Notre équipe est composée de 2 secrétaires, d'un intendant.
au niveau pédagogique, nous sommes 8 sages-femmes enseignantes, dont 2 qui sont moitié du temps en service et l'autre moitié du temps à l'école. Il y a une directrice pour les 2 écoles de l'assistance publique. Sur les étudiants, donc là on vous a mis les chiffres 21-22, on a entre 30 et 40 étudiantes par promotion. L'accès en SMA 2, il y a 40 étudiants. Et puis au fur et à mesure du temps, il y a des étudiantes qui se disent c'est pas du tout la santé, c'est pas du tout mon truc, donc elles se redirigent vers autre chose. Donc on a un petit peu moins d'étudiantes diplômées. Et on a un suivi personnalisé. Ce qu'il faut bien vous rendre compte, c'est que nous sommes une petite structure. 40 étudiants pour 8 sages-femmes enseignantes. Et du coup, on vous connaît par cœur. C'est vraiment une petite structure avec un accompagnement. C'est du compagnonnage. On est là, on vous aide, on vous accompagne, etc., etc. Et on vous parle beaucoup parce qu'on ne sait que parler, en fait. C'est notre job. Voilà, les lieux de stage, tous les hôpitaux de Paris. C'est-à-dire qu'il y a 3 écoles de sages-femmes dans Paris. Et les 3 écoles de sages-femmes, on travaille ensemble par rapport au stage. C'est-à-dire que si vous êtes sur Bodlock et que vous voulez aller en stage à Louis Mourier, eh ben, on va se mettre en contact avec nos collègues de l'autre école pour leur dire, ben voilà, tu laisses une place pour notre étudiante. Et pareil, ça marche dans tous les sens. Donc, vous avez des stages partout. Mais bien évidemment, si vous habitez dans le sud de Paris, on ne va pas vous obliger à aller dans le nord de Paris pour faire votre stage, parce qu'on sait bien que c'est compliqué, surtout avec les grèves, n'est-ce pas ? Donc, du coup, on fait attention et on vous privilégie le stage à côté de chez vous. Voilà. Par contre, ce qu'on ne veut pas, c'est que vous fassiez toujours tous vos stages des 5 années au même endroit, parce que ça n'a pas de sens. Il faut profiter de vos études pour avoir cette curiosité intellectuelle, parce que l'obstétrique à droite, c'est pas la même obstétrique qu'à gauche. On fait des choses, bien sûr, un peu les mêmes, mais on s'approprie, et du coup, il faut aller voir comment on travaille ailleurs. Nos sites d'enseignement, Hôpital Tarnier, on a 3 salles de cours ETP. Si vous avez le temps d'aller voir les stands, on a mis une petite vidéo pour vous montrer comment sont nos salles de cours. On travaille avec la faculté de Cochin, la faculté de médecine, donc on peut avoir des cours ici. Alors ici, généralement, on fait les évaluations, les partiels. On peut aller à la fac des Saints-Pères. Projet pédagogique, nous, on travaille beaucoup en simulation clinique. Donc on travaille beaucoup avec des mannequins, on a de la simulation clinique haute fidélité, c'est notre passion, et donc on vous forme comme ça. Pour en savoir plus, je vous ai mis les différents sites, et sur le site de la fac, vous avez le diaporama avec les différents sites, vous pourrez le retrouver. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, bonne question. En première et en deuxième année, première et deuxième année de l'école de sage-femme, vous n'êtes pas rémunéré. Et une fois que vous entrez en 4e année, donc 4e, 5e et 6e année, vous êtes rémunéré parce que vous avez un statut d'agent, je ne sais plus, excusez-moi, c'est samedi, j'ai perdu le mot, mais en tout cas, vous êtes rémunéré, pas énorme, hein. Peut-être ça vous permet d'aller peut-être 3 fois au resto, quoi. Voilà. Pour un mois. Pas pour un an, hein, pour un mois. D'accord ? Donc ça, c'est la 4e et la 5e année. Pour l'instant, on ne sait pas pour la 6e année, puisque ça vient de sortir, donc on n'a pas encore les éléments. Par contre, comme il y a un besoin très important de professionnels de santé et surtout un besoin très important de sages-femmes, tous les hôpitaux font ce qu'on appelle des contrats d'allocation d'études, c'est-à-dire qu'à partir de la 4e année, vous pouvez aller passer à un contrat avec un hôpital qui va vous payer pendant vos études. Donc ça dépend des hôpitaux, mais ça peut aller de 500 € à 1 000 € pour les hôpitaux les plus riches ou les plus en besoin, et donc par mois. Par contre, en contrepartie, vous devez 1
2 ou 3 ans après, après votre diplôme. Alors, un avantage, vous êtes payé pendant vos études. Deuxième avantage, vous êtes sûr d'avoir un poste, parce qu'ils ne vont pas vous payer pour ne pas vous embaucher. D'accord ? Donc voilà, ce sont les avantages. Alors l'inconvénient, c'est que si vous avez ce contrat, vous êtes obligé d'aller travailler pour eux, ce qui est normal. Je ne vais pas dire de bêtises, j'en sais rien. Je pense parce qu'on a besoin de... Et puis il faut que nos étudiants aient de quoi manger pour travailler. Oui, allez-y. Alors, à l'issue du bac, c'est le seul moyen. Après, si vous avez un autre diplôme de niveau master, ou si vous êtes déjà professionnel de santé, vous pouvez accéder par ce qu'on appelle la passerelle. Voilà, c'est un concours. Vous déposez un dossier, on étudie votre dossier, puis après vous avez un entretien pour voir pourquoi vous voulez être professionnel de santé. Et puis après vous êtes admis. Voilà. Mais il n'y a pas d'autre moyen que PASSLAS. Alors, la passerelle, ça dépend de le type de diplôme. Si on a un master en communication, alors non, c'est pas bon. Communication, on est tellement bavarde que non. Si on a un master, je sais pas, d'économie, par exemple, qui n'a du coup rien à voir avec la profession de santé, on va vous admettre en deuxième année. Par contre, si on a un master si on est déjà professionnel de santé, infirmière, on va réfléchir à peut-être vous faciliter la vie et vous admettre en troisième année. Alors, d'expérience, on s'aperçoit que ce n'est pas bon d'être admise dans une année, de ne pas faire la première année, parce que du coup, il y a quand même un groupe qui se forme. Et ce groupe est quand même très soutenant. Et du coup, c'est important de pouvoir appartenir à ce groupe. Donc, on s'est aperçu que d'admettre les gens en troisième année directement n'était pas forcément une bonne chose. Mais il y a cette possibilité-là. Alors, moi, je vous dirais, il n'y a pas d'idéal parce qu'on n'a pas assez de recul. Non, là, ça vient de sortir, entre guillemets. Enfin, bon, on a 2 ans de recul. Il n'y a pas de... Voilà. Moi, je vous recommande d'aller discuter avec les PASSLAS, voir un petit peu. Ce qui est important, c'est de prendre quelque chose qui intéresse, pour lequel on ne va pas trop galérer pour travailler sur cette LAS. Voilà, parce que quand on intègre une formation qu'on aime, c'est beaucoup plus facile, parce qu'il faut quand même, pour la LAS, il faut quand même avoir un niveau assez élevé. Donc si on doit galérer pour la LAS et en plus... voilà, donc je dis, vaut mieux, de mon avis de maman, vaut mieux prendre un truc qui nous intéresse. Et puis, voilà. Mais on n'a pas, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de recul sur ça. Pour l'instant, ce sont que les hôpitaux. Je n'ai pas entendu de clinique qui le fasse. Pour l'instant, là cette année, ça se développe à tout va. Donc, c'est essentiellement les hôpitaux publics qui proposent. La question, c'est est-ce qu'on va augmenter le numerus clausus, c'est ça, enfin, le nombre d'admis. Ouais. Alors, il y a un très très gros besoin. Il y a un très très gros besoin, ça c'est pas moi qui dirais le contraire, surtout qu'on a envie d'avoir une formation, enfin on a envie d'avoir des professionnels qui soient le plus auprès des femmes, donc on aimerait bien avoir ce qu'on appelle un one-to-one. La difficulté, c'est que pour pouvoir former les gens, il faut avoir des locaux, il faut avoir des lieux de stage, et là actuellement nous sommes au taquet, c'est-à-dire que à l'école de sage-femme de Baudeloc, on a une... Alors, notre école est super, hein. On est géniaux et tout, mais on n'a qu'une salle de cours avec 40 places assises. Donc, on est obligé de travailler avec... C'est pour ça qu'on est sur les différents sites. Donc, les voyages forment la jeunesse, hein. Donc, nos étudiants vont un petit peu partout, mais c'est un petit peu compliqué. Donc là, pour l'instant, on essaye d'augmenter au fur et à mesure nos étudiants, mais on ne peut pas non plus doubler. Et en plus, nous sommes que 8, donc c'est pas assez là pour l'instant. Ah, il faut normalement c'est 1 pour 20, donc voilà. Alors les stages à l'international, c'est ça que vous avez dit? Ouais. Alors les stages à l'international, pas au début du cursus, à la fin du cursus. Vraisemblablement pour la 6e année, on va reproduire ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire que là actuellement on dit on peut partir 2 mois à l'étranger.
Alors, bien sûr, international veut dire dans un pays où c'est sécure, etc. Hein, sinon, on ne peut pas avoir l'accord pour partir à l'étranger. Et donc, c'est les 2 mois où on peut aller à l'étranger pour se former. Donc, bien évidemment, il va falloir motiver ce choix d'aller à l'étranger. Voilà. Mais que 2 mois. 2 mois, pourquoi? Parce qu'il y a plein d'autres choses pendant la dernière année. Il y a le diplôme d'État, il y a le mémoire à faire, etc. Donc on ne peut pas tout faire. Voilà. Les sages-femmes libérales font très peu d'accouchements à domicile. Très très peu. Alors, je sais que dans les médias, on parle des accouchements à domicile, mais c'est très très dur de faire des accouchements à domicile parce que d'un point de vue assurantiel, pour pouvoir faire des accouchements à domicile, il faudrait payer une assurance qui équivaut à peu près à 6 mois d'un salaire de sage-femme. Donc c'est beaucoup. Donc en fait, comme elles ne peuvent pas s'assurer, mes collègues, elles ne font pas d'accouchement à domicile. À domicile, ce qu'on fait, c'est qu'on suit les patientes. On fait la préparation à l'accouchement, on fait la pose de dispositifs intra-utérins, etc., etc. On suit la grossesse, on suit le post-partum. Et quand vraiment on veut avoir ce one-to-one et cette prise en charge globale des patientes, on travaille avec ce qu'on appelle des plateaux techniques. Donc pour l'accouchement, en tout cas en région parisienne, pour l'accouchement, on va dans un hôpital avec la patiente et on fait l'accouchement sur le plateau technique. Mais l'accouchement à domicile, c'est vraiment quelques sages-femmes qui disent en fait, moi je m'en fiche, les assurances, voilà. Sauf que parfois il peut arriver des choses et du coup c'est compliqué. Donc très peu de sages-femmes pour le moment se lancent là-dedans. En tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup de votre attention. Je suis dispo, moi, sur les stands avec des collègues et des étudiants. Et je vous souhaite un bon parcours. À très bientôt.